Bienvenue à tous à cette dernière séance de la conférence Recoller les morceaux, cartographier l'avenir de la recherche en douleur. Je m'appelle Jenny Lorca, mes pronoms sont elle et eux. Je suis membre du comité directeur pour la conférence Putting the Pieces Together, rassembler les morceaux, un événement pour et par les personnes qui vivent avec la douleur. Ma famille et moi-même sommes des personnes non invitées, des colons de couleur sur les territoires non cédés des premiers peuples Salish de la côte, dans ce qui est qu'on connaît de point de vue colonial comme le Grand Vancouver. Nous sommes reconnaissants pour ces territoires et pour les intendants qui nous ont abrités et nourris dans ces siècles. J'aimerais remercier tous les commanditaires de la conférence, Pain BC, la stratégie pour la recherche axée sur les patients, le réseau de la douleur chronique, les instituts canadiens de recherche en santé, ainsi que la santé musculo-squelettique et arthrite, le partenariat pour l'engagement des patients dans la recherche sur la douleur ou ce qu'on appelle le partenariat PEPPER, ainsi que Santé Canada. Beaucoup de nos conférenciers vont partager des histoires et des points de vue façonnés par leur vécu individuel et les expériences bien situées. Les opinions exprimées ne représentent pas nécessairement les opinions de Santé Canada, de Douleur Canada, pardon, ou de nos commanditaires. Veuillez vous souvenir que ces séances sont enregistrées, et seront disponibles après la conférence sur le canal YouTube de Pain Canada. Encore une fois, bienvenue à cette séance Cartographier l'avenir de la recherche en santé. Je vous rappelle que les séances dans la salle principale sera enregistrée, mais pas les salles d'atelier. Nous avons de l'interprétation francophone et des sous-titres disponibles pour vous. Merci à tous les traducteurs et interprètes à qui on a donné beaucoup de travail cette semaine. Et un petit rappel amical que ces séances interactives peuvent déclencher des pensées très fortes et des sentiments reliés à la douleur et votre vécu et votre expérience se situent. Nous vous demandons de continuer de prendre soin de vos besoins avec grand soin et on note que les ressources de crise sont disponibles dans la salle des exposants sous la bannière Pain Canada. Alors, si vous allez sur la bannière Douleur Canada, du côté droit, vous allez voir une section à télécharger. C'est mon grand plaisir d'accueillir mon amie Delaine Linkovich, qui sera la modératrice de cette séance. Bon, bienvenue, Delaine. Merci, merci, Jenny. Jenny, je suis très heureuse d'être ici. Je m'appelle Jelaine Linkovitz, comme Jenny l'a mentionné. Mes pronoms sont elle, la et c'est ça. Je suis heureuse de vous joindre ici de Guelph, en Ontario, que je veux reconnaître comme le territoire volé, non cédé, territoire traditionnel des Anishinaabe, des Ottawa et des Haudenosaunee, ainsi que les territoires sous-traités, les territoires des Mississauga, de la rivière Crédit. Je suis vraiment enthousiaste et je ne peux pas croire qu'on est maintenant à notre dernière séance. Je ne peux pas croire. Notre Piti Piti 2025, recoller les morceaux. Euh, Putting the pieces together. Alors, je suis vraiment, vraiment content d'être ici. Moi-même et mes amis, mes collègues, Alex Haggard ainsi que Desmond Williams, ils vont m'aider à modérer toute cette séance avec moi. Alors, cette idée de cette séance ici, cartographier l'avenir de la recherche sur la douleur. On s'est réunis parce qu'on a entendu parler de personnes qui ont déjà été à cette conférence PTPT par le passé. On a eu beaucoup de discussions en tant que comité directeur de la conférence par rapport pour savoir que la recherche sur la douleur continue constamment d'évoluer. On sait souvent que les questions de recherche, les domaines d'exploration proviennent d'une approche du haut vers le bas, où les cliniciens, les chercheurs décident des sujets qu'ils veulent étudier. Et on sait par contre que la recherche orientée sur les patients et les partenariats patients sont en pleine croissance. Mais pourtant, ça ne se produit pas aussi souvent que ça le devrait, du bas vers le haut. Donc, cette séance d'aujourd'hui, je suis vraiment emballé, je ne peux pas le dire suffisamment, mais si vous voulez faire quelque chose de plus interactif, où on pourra collaborer en tant que personne qui vivent avec de la douleur. Et si on peut se réunir pour faire un remue-ménage collectif, pour définir des priorités de recherche de haut impact, notre espoir aujourd'hui, c'est qu'on pourra trouver ces sujets, on pourra utiliser nos propres expériences vécues et notre propre expertise dans ces propres expériences pour vraiment essayer de comprendre un peu quelles sont les priorités dans lesquelles on pourra faire de la recherche. Et notre espoir, c'est de prendre cette information qu'on va partager aujourd'hui et la partager de façon plus large avec la communauté plus large de la recherche, mais aussi avec des chercheurs pour nous assurer que les sujets importants pour les personnes qui vivent avec de la douleur soient reconnus par le secteur de la recherche. Donc, ce qu'on vise à faire aujourd'hui, moi-même, Alex et Desmond,
On va tous modérer différentes salles en petits groupes, différents ateliers. Et chacun d'entre nous, nous allons prendre une salle d'atelier où on va modérer les choses et vous présenter certaines des questions directrices que nous avons imaginées. On a hâte de vous entendre pour savoir quelles sortes de priorités de recherche vous pourriez avoir. Ensuite, après qu'on aura passé par des questions, quand on aura fait les salles d'atelier, on fera un bref exercice. On regardera un peu ce qu'on a pu trouver en tant que petit groupe individuel. Puis, on va essayer de trouver nos trois sujets les plus importants, ou les plus importants en tout cas. Les choses qui, à notre avis, devraient faire l'objet de recherche pour ce qui est important pour les personnes qui vivent avec la douleur. Et ensuite, on va revenir en grand groupe et Desmond, Alex et moi, nous allons partager un peu euh, ce que nos petits groupes individuels ont trouvé. Et ensuite, ça va nous donner un survol, un aperçu de ce qui est commun dans toutes nos priorités de recherche. Et chaque groupe, à ce moment-là, tout ce qu'ils doivent trouver comme étant les sujets les plus importants dans le grand groupe. C'est notre plan pour aujourd'hui. On espère pouvoir rendre tout cela interactif. De sorte que quand vous irez dans vos salles d'atelier, on va utiliser ce qu'on appelle un tableau miroir. Si vous étiez à la session des conseils de vie lundi, c'est un peu semblable à ça. Desmond, Alex et moi, nous allons diriger le tableau miroir. Si vous ne savez pas ce que c'est une nouvelle technologie. Alors, on va vous expliquer ça. Alors, vous pourrez continuer à participer à tout cela et on vous encourage à participer avec nous, soit en levant la main et ensuite ouvrir votre micro ou en mettant des remarques dans le chat. Et on voulait savoir qu'on va vraiment reconnaître ce que Jenny a dit. Vous savez, quand on pense à des choses qui sont importantes pour nous, c'est les choses sur lesquelles on voudrait qu'il y ait de la recherche, ça peut soulever des sentiments inconfortables. C'est compréhensible à cause de l'expérience difficile du passé. À un moment donné, si vous vous sentez submergé ou si vous avez besoin de prendre une pause, de vous éloigner, nous comprenons cela et nous apprécions cela. Comme j'ai mentionné, il y a des ressources de crise qui sont disponibles dans la zone des exposants sous Pain Canada du côté droit, des ressources en temps de crise. Vous pouvez cliquer là-dessus si vous en avez besoin. On est particulièrement emballé que ce soit la dernière séance parce qu'on veut vraiment quitter avec une note aidante et pleine d'espoir, nous l'espérons, pour voir comment est-ce qu'on peut emporter vers l'avant ces idées et travailler ensemble pour mettre de l'avant les choses qui sont importantes aux patients dans l'espace de la recherche. Je sais que vous êtes là, Alex et Desmond. En tout cas, la conversation dans notre atelier a été pas mal formidable. J'ai hâte d'entendre ce qui s'est passé dans votre atelier. Je ne sais pas trop. Oui, je me sens très, très affirmé pour toutes les choses qui viennent. C'est tous les enjeux auxquels je dois faire face aussi. Et même si ça ne me fait pas plaisir de voir que tout le monde dans l'ensemble doit faire face aux mêmes problèmes, malgré tout, ça me confirme aussi que je ne suis pas le seul. C'est une excellente façon pour nous de je pense qu'on va trouver beaucoup, beaucoup de choses communes dans les difficultés des gens. Pour que vous compreniez bien, là, j'ai eu un petit peu plus une poussée de mon mal de tête. Alors, je vais tourner mon micro, je vais éteindre mon micro. En fait, je vais même éteindre ma caméra pour les quelques prochaines minutes. Mais au moment venu, je vous donnerai un petit sommaire. Merci, merci de communiquer vos besoins parce que c'est important ça aussi. Alex, voulez-vous être la première ou voulez que je commence? Comment tu te sens là-dedans? Je pense que tu es en sourdine, Alex. Oh, tu n'es pas capable d'allumer ton micro? Ah, oui. Si je soupçonne, c'est parce que je me suis joint un petit peu tard.
probablement été ajouté comme participante. En tout cas, merci. Bon, écoutez, ça me ferait plaisir de commencer et je vais être très franche ici. On s'est concentré surtout sur les questions 1 et 2 et j'ai pas très bien géré le temps. On n'avait pas eu le temps pour répondre à la troisième question. Mais je pense qu'on a eu de très bonnes discussions en général et je pense que ça peut alimenter certaines très bonnes questions de recherche une fois qu'on aura tout rédigéré ça, une fois qu'on les aura analysées. Moi, la conceptrice en moi a pris des autocollants. Je pense qu'on avait vraiment quelque chose de cool, frustrant, mais valable. Des thèmes importants ont émergé. Par exemple, les gens ont vraiment des difficultés de manque d'accès aux soins de santé. Ça, c'est un gros point. Et les listes d'attente, les temps d'attente, ça affecte beaucoup les gens dans des circonstances particulières, particulièrement s'ils vivent dans une petite ville, où le fait de ne pas avoir accès à un médecin de famille, ça crée une barrière, un obstacle pour avoir accès à un spécialiste par la suite. Alors, quelles seraient les façons de faciliter l'accès pour qu'on n'ait pas des crises comme dans les soins primaires, mais qu'on ne soit pas obligé d'agir comme gardien du seuil pour les soins plus spécialisés? Un autre point qui n'est pas directement relié, mais un peu semblable, c'est la coordination de la communication entre les fournisseurs parce qu'il y a tellement un gros fardeau sur les épaules des patients. C'est épuisant. On a déjà un manque d'énergie. À quel point les traitements disponibles sont appropriés, sont accessibles au point de vue prix. L'idée, c'est que toute la douleur commence par un traumatisme, mais c'est peut-être vrai, mais en fait, il faut donner aux gens des outils pour faire face efficacement à la situation. Les gens doivent faire face déjà à des traumatismes et du stress et tous ces autres facteurs structuraux. Et une faible énergie et de la douleur. La neurodivergence aussi est un problème. L'intersection entre le neurodivergence et la maladie chronique, la façon dont ça crée vraiment de vrais obstacles au retour au travail si vous avez eu un problème d'emploi pendant un certain temps. J'ai trouvé ça intéressant parce que moi, j'ai eu de la difficulté beaucoup, beaucoup avec ça. Et aussi le fait que les médecins ne sont pas formés pour soutenir. Ils ne vous croient pas, ils vous rejettent du revers de la main, ils vous lancent des médicaments sur une prescription, ils vous lancent le mot thérapie cognitivo-comportementale. Vous savez, c'est une suggestion ici. Il faudrait un cours en communication pour les docteurs, pour les médecins, et réitérer le fait qu'on n'est pas entendu, qu'on est mal diagnostiqué. Et on est entré ensuite dans certains facteurs structurels. On a eu une excellente conversation sur la stigmatisation et le fait que les gens avec la douleur sont vraiment dévalorisés par la société. Et il y a un manque de compréhension des personnes qui ont de la douleur chronique. Qu'est-ce que c'est que la douleur chronique? Et vous savez, on se fie beaucoup trop au modèle biomédical, mais quand on essaie de s'éloigner de ce modèle, on ne met pas assez l'accent sur les facteurs sociaux et structurels qui placent toute la responsabilité sur les épaules des individus qui doivent gérer leurs propres soins, gérer leurs propres sentiments. Et aussi la misogynie médicale. Ça, c'est un gros, gros point. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça résonne très bien avec ma propre expérience. Je vois que les médecins ont une véritable tendance à mettre tous vos symptômes sous cette étiquette et considèrent que ils ne savent pas qu'il y a beaucoup plus de choses qui peuvent avoir lieu. Et finalement, certaines des questions et des initiatives auxquelles nous avons pensé, ce serait comment est-ce qu'on peut apporter notre expertise d'expérience vécue à des groupes pour se sentir entendus ou pour promouvoir nos propres communautés? Comment est-ce qu'on peut exploiter une expertise communautaire pour appuyer d'autres personnes de façon plus efficace? Je sais que Pain BC est là, mais il y a d'autres initiatives aussi autour de Pain BC. Comment est-ce qu'on peut élargir la portée de ces initiatives? Comment est-ce qu'on peut refaire toutes nos lignes de base pour refléter les différences de sexe et commencer à reconnaître ce qui touche vraiment les gens, et à quel point les gens sont diagnostiqués rapidement et comment ils réagissent au traitement. Je suis désolé d'avoir pris trop de temps. Non, pas d'inquiétude. Je pense que ça aide beaucoup. Des choses semblables ont surgi dans notre groupe aussi. Bien sûr, ici, on pourrait donner à Desmond un peu de temps aussi. Moi, je n'ai pas été dans un groupe comme ça et vous m'avez inspiré quand je vous écoutais. Des choses semblables ont surgi dans mon groupe aussi. Les longs temps d'attente, le coût des déplacements avant d'arriver à un traitement, ce genre de choses. Et l'idée que après le diagnostic,
On n'a pas le focus, il faudrait mettre le focus sur le traitement. On a besoin davantage d'ateliers, davantage de groupes de soutien, d'éducation à propos des diagnostics. On a besoin de converger vers des traitements alternatifs, des choses comme le sommeil ou les soins sociaux. Tout ça, c'est ce genre de choses euh, qui devrait arriver avant, pendant et après le cheminement d'un diagnostic. Et même quand vous avez eu un diagnostic, le diagnostic en lui-même peut être difficile à obtenir et il faut aider certaines personnes qui ne recevront jamais même un diagnostic et se concentrer sur le côté traitement aussi pour ceux qui ont eu un diagnostic. Et aussi, on a parlé beaucoup qu'il y a un manque d'éducation auprès des cliniciens à propos de la douleur chronique. Il y a un manque d'autonomie, d'habileté de leur côté. Ils ne légitiment pas notre connaissance et notre expérience. Il y a toute cette idée-là qu'on peut grouper. C'est qu'il s'agit de traiter la personne tout entière. Et on se demandait aussi, est-ce qu'il n'y a pas une spécialité ou un type de clinicien qui pourrait peut-être avoir davantage de connaissances sur beaucoup de choses différentes, de sorte que vous ne seriez pas obligé de passer d'une personne à l'autre et la communication pourrait s'établir beaucoup plus facilement sans qu'elle soit brisée. Et d'autres choses aussi dans le domaine de la douleur chronique, comme l'alimentation, les stresseurs de vie, les maladies inflammatoires, les difficultés financières et aussi la communication. Ah, la communication, ça va dans la boîte clinicien aussi, mais on a exprimé l'idée aussi que il faut communiquer. Quand on veut communiquer avec notre famille et nos amis, à quel point ils ne comprennent pas, il faut autonomiser nos communautés en leur donnant les compétences nécessaires pour qu'elles soient ouvertes à d'autres sources d'apprentissage, pour créer plus de hubs en ligne pour des ressources et tout un réseau de soutien et de soins. Et je pense que beaucoup de choses sont surgies à propos des choses qui ne sont pas satisfaites dans notre vie, un peu comme ce que vous avez mentionné, Alex. Et les choses dont on a parlé aussi, c'était on veut des communications, des canaux de communication plus spécifiques, des sentiers d'éducation, des aides plus fiables pour les poussées qu'on a pendant la nuit, bien sûr. Si vous ne pouvez pas dormir, la douleur peut augmenter, ça peut être terrible. Et il faut avoir plus de médecins aussi plus formés. Si on avait plus de médecins formés à différents endroits, il y aurait moins de déplacements nécessaires. Et en général, on a parlé de l'éducation en général, ainsi que qu'il faudrait apprendre comment avoir plus de compassion pour les gens qui sont incompris. Et ça, c'est vrai que c'est vrai au niveau des cliniciens. Il faudra introduire l'idée d'un soin pour la personne totale comme un soin holistique. Il y a aussi cette idée de connexion intergénérationnelle dans les soins de santé, dans les communautés de professionnels de la santé. On sait qu'il y a différents types de connaissances et d'expertise qu'ils ont. Il y a cette idée de réparation régénérative du système nerveux pour la douleur chronique. Et on a l'idée aussi, où sont les femmes? Où sont les femmes en soins de santé au gouvernement? Et on veut s'attaquer au patriarcat en général. Ça, c'est le genre principal de choses dont on a parlé. Je vais arrêter de parler. Je vais passer la parole à Desmond. Merci, merci. Je vais admettre que j'ai pas réellement eu la chance de résumer toutes nos bonnes contributions, mais on a pu quand même vraiment, vraiment recevoir de très bonnes suggestions. Il y a eu tellement de suggestions et qui se chevauchent beaucoup. Quand on parle du manque de médecins de famille ou de l'impossibilité d'avoir des rendez-vous avec des spécialistes sont, ou des rendez-vous rapides avec des médecins de famille. Même quand moi j'avais un médecin, vous savez, mon médecin s'est retiré tout d'un coup subitement en avril, à moins que si ça avait été une urgence, ça prenait 4 mois, à moins d'une urgence. Si j'avais des enjeux, c'est ça que ça prenait avant d'avoir un rendez-vous. Et à moins que si vous n'êtes pas en train de mourir, bye bye, on se revoit dans 4 mois. Et vous savez, c'est tellement difficile. On a déjà des obstacles financiers pour avoir de la physiothérapie ou des soins de spécialité, ce genre de choses. Ouais. Il y a eu plusieurs excellentes suggestions, plusieurs de choses qui euh, recoupent ce que vous avez sur vos tableaux d'un autocollant. Et quand on regarde les raisons, on a eu quelques
un résumé un peu semblable à celui que vous avez, Alex, au tableau. On a parlé de racisme aussi. Ici, on voit qu'on a vraiment exactement les mêmes choses, mais c'est les définitions qui manquent. Vous savez, c'est vraiment une conversation qui doit avoir lieu. On s'aperçoit qu'il y a tellement d'obstacles structurels qui s'interposent et qui ont un effet sur l'accès aux soins en général. En général, ça affecte notre accès aux soins, ça affecte tout le système de soins de santé qui est surchargé, sous-apprécié, sous-financé. Et il faut qu'il y ait plus d'endroits où on pourrait aller. Il, il y a trop d'administration en général. Vous savez, la paperasse administrative est au PPS. Le merveilleux monde de la paperasse dans lequel on se fait enliser en espérant d'avoir des soutiens pourtant. Vous savez, il y a ceux parmi nous qui ont déjà passé par la paperasse qu'on doit remplir quand on a une invalidité, les crédits d'impôt et tout ce genre de choses. La neurodivergence a été mentionnée également deux ou trois fois. Et pour moi, chaque fois que je regarde euh, voilà, un site web du gouvernement du Canada, je vois gc.bc.ca, là, je vois le texte, là, mon cerveau se ferme complètement à ce moment-là. Pas parce que je déteste le gouvernement, non, mais c'est plus un conflit avec la neurodivergence et l'accessibilité à ces services et ma capacité de trouver une façon de m'engager, de participer et de plaider pour moi-même. Alors, je pense qu'on arrive à l'heure où on devrait se quitter. Et j'essaie de résumer. Je sais qu'il y a toujours, bon, écoutez-moi, il y a toujours un camion de vidange qui arrive dans l'allée lorsque mon micro est ouvert. Je m'en excuse. Bon, c'est très, très bon pour ma migraine également. Bon, eh bien, il y a vraiment d'excellentes suggestions qui sont ressorties dans le groupe, qui seront documentées. J'ai pas vraiment la chance de résumer parce que, je sais pas, je sais pas si on peut résumer tout ça parce que ce sont vraiment des enjeux individuels et importants que l'on peut prendre le temps de discuter. Et là-dessus, je vais retourner à mes amis et collègues pour voir si on ne peut pas tirer et sauter à bas de cheval. Euh, Merci, merci de ces résumés, Alex. Je pense que c'était l'exercice un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et c'est cool de voir qu'on était dans trois salles d'atelier. Mais un grand nombre des mêmes idées ont quand même surgi. Et je pense que c'est en même temps frustrant et cool, comme vous l'avez mentionné. Merci d'interagir. On va résumer toute cette information, on va l'envoyer de façon similaire avec les enregistrements, puis la session qu'on a fait aussi lundi. Je vais passer le micro à Jenny pour terminer. Voilà, merci à tous. Et merci Delaine, merci Desmond pour ces sessions tellement riches, vraiment, c'est probablement une des plus belles conférences auxquelles j'ai participé en tant que participante. On a l'impression qu'on reçoit juste de l'information, mais souvent on ne peut pas vraiment participer de façon active. Puis dans celle du 3 novembre, Conseil de vie, je me suis dit vraiment, j'avais l'impression que, 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 que je pouvais prendre les choses en main, que je travaillais à quelque chose de collectif, que je pouvais un peu incarner les choses. Je sais qu'on a pu créer des liens et puis donc je suis sûr que vous avez hâte d'entendre quels sont nos plans pour partager toutes ces priorités. Je veux aussi un merci à tous les présentateurs et tous les modérateurs, toutes les personnes qui ont participé à cette session et à toutes et à celle d'aujourd'hui et toutes les autres. Durant toute la semaine, les ressources seront disponibles sur le site web de la conférence pendant un mois. Vous allez recevoir un courriel pour vous dire quand est-ce que les séances enregistrées vont être sur le site. Et les ressources qu'on a compilées aujourd'hui et lundi vont aussi être disponibles. Et là, on finit donc, on clôture hein, cette
comment dire, pour moi, ça a été foudroyant, je veux dire, d'une manière, j'ai- de présenter notre aîné, Patty Williams, pour nous aider à terminer, fermer le cercle. Peu de mots pour la présenter parce que j'en ai tellement, sa présence, sa bienveillance, sa gentillesse, sa sagesse. Vraiment, s'il vous plaît, accueillez, levez les mains, accueillez Patty Williams. Merci d'être avec nous. Bon après-midi ou bonne journée. Je suis Inkla Katma. Je m'appelle Patty Williams. Je suis ici pour faire la clôture. J'ai commencé l'ouverture à lundi à 10 heures et là, je fais la clôture maintenant à 16h02. Moi, en tant qu'aîné autochtone, on aime faire partie du protocole dans ces situations. Vous voyez, j'ai commencé à faire brûler mon herbe sacrée pour purifier l'air, purifier. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire on a le foin d'odeur ou la sauge et je vais laver mes mains dans cette fumée, cette douce fumée, et pour essayer d'atteindre les autres d'une bonne manière, de façon honnête. Je fais venir la fumée sur ma tête et mes cheveux dans mon dos pour essayer d'apporter de la clarté dans ce que je fais, du respect. Je mets de la fumée sur mes yeux pour que je vois des belles choses dans les gens et que je puisse apprendre des autres. Vérité, ma bouche, je purifie ma bouche pour parler les bonnes choses, choisis mes mots correctement quand je parle aux autres. Sagesse, je vais donc bénir mes oreilles pour écouter de façon très attentive les autres. Alors, amour, je vais parler, je vais apporter cette fumée vers mon cœur, la diriger vers mon cœur pour que tout ce qui a été blessé va guérir et pour que je puisse grandir d'une manière forte et d'une bonne manière. Humilité, je nettoie mes pieds dans la fumée pour que je puisse marcher sur un chemin plein de sens, d'équilibre, de compassion et de gentillesse. Et la fumée, qu'elle aille autour de moi et qu'elle récolte mon message de gratitude et mes mots. Alors, et qu'elle nous emmène vers le ciel et puissent mes ancêtres voir que je vis avec un bel esprit et que je tiens toutes mes promesses. Merci. C'est une belle façon de résumer ce que, pour moi, euh, c'est quoi cette conférence? C'est éducation, on s'éduque les uns des autres, on fait du réseautage. Moi, je suis à la retraite maintenant et je suis contente, je suis très reconnaissant parce que je peux prendre le temps. Je me lève tous les matins, je suis contente d'être là, sur notre terre-mère, sous ce beau ciel, et d'être le Père Ciel et et toutes les personnes sur le comité qui ont organisé cela. Je sais que ça fait un an que vous travaillez là-dessus. Je sais que Desmond a été très occupé et ça a été dur pour lui aujourd'hui, mais ça fait partie de vivre avec nos conditions chroniques. C'est accepter, disons, où on est rendu dans notre situation ou condition physique ou à un moment dans notre vie, disons. Alors, je veux aussi penser à d'autres choses que je pourrais dire. Surtout, je voudrais dire, ah, mon frein d'odeur s'est arrêté, c'était le bon moment. Ça veut peut-être dire que tout est parfait. Et donc, c'est aussi facile que ça, finalement. C'est une chose que je veux apporter à cette table en tant qu'aîné autochtone. C'est des fois, je me sens juste comme une personne âgée, mais les gens vous prêtent comme un aîné, alors je suis une aînée. Je suis moi, je me sens quand même jeune, disons, alors je parle. Dans la plupart des cercles dans lesquels je suis, je parle d'avoir de la compassion, de la bienveillance, la gentillesse pour les médecins. Et ceux que des fois on est frustré hein, avec ces gens-là et beaucoup d'entre eux sont aussi frustrés que leurs patients avec la façon dont le système éducatif est fait et ils font de leur mieux. Alors, mais dans toutes les professions et n'importe où on va, il y a des gens qui, dans beaucoup des médecins
ou qui travaillaient en médecine. Ils sont brûlés. Le Covid a vraiment... ça a été dur pour eux. Ma fille est là-dedans, je le sais. Elle s'en est remise, mais ça a été quelque chose de... Donc, même si je suis frustré comme vous, avec quand les choses ne sont pas faites, mais peut-être que j'ai grandi à une époque où une petite fille devait se taire et être jolie, hein, comme on disait, sois belle et tais-toi. Puis ensuite, j'ai grandi, puis je suis devenu une féministe. Puis ça n'a pas plu à certaines personnes. Mon, mon père est celui qui nous a appris à moi et ma sœur de lever la voix et de parler pour, même s'il était en tant que père, il était bien dans ce sens-là avec nous, que il voulait qu'on sache qu'on avait une voix et donc il a toujours apporté, fait en sorte que on était entendu et respecté et, et savait en tant qu'éducateur et enseignant qu'il allait nous écouter, même si des fois il n'était pas toujours d'accord, hein, je vous le dis. Mais j'aimerais aussi faire en sorte il faut avoir de la compassion pour les gens avec lesquels on travaille dans nos cercles, comme j'ai dit, dans le domaine médical, il faut avoir de la compassion pour tout le monde. Je suis le type de personne, euh, je veux donner le bénéfice du doute d'abord, hein, bien sûr, mais s'ils sont malhonnêtes avec moi, ils verront un autre côté de ma personnalité. Mais je choisis quand même au départ d'être poli et le vocabulaire est très important pour moi. Comme j'ai dit, mon père était un enseignant, donc le vocabulaire, j'ai toujours eu beaucoup de vocabulaire. Et je pense que c'est dans notre famille, hein. On aime utiliser les mots pour des bonnes choses et des fois peut-être d'une moins bonne manière. Mais bon, euh, je ne suis pas sûr. Jenny, est-ce que tu penses que je- est-ce que je peux faire une autre petite prière au Créateur? Lundi, j'ai parlé du Créateur étant chaque déité, quelle que soit la religion ou toutes les spiritualités, ils sont tous des amis. Les gens doivent se rendre compte ou savoir que ça fait partie des enseignements autochtones, quelle que soit la... Il n'y a pas de bonne façon de penser ou de bonne spiritualité. C'est la façon coloniale de voir ça, de dire vous faites des choses comme moi ou alors vous êtes dans le champ. Donc c'est ce côté capitaliste, ces idées coloniales qui a fait que le monde est un endroit peut-être pas très sûr pour beaucoup de gens et pas très joyeux, plutôt triste. Donc, pour moi, la spiritualité autochtone me parle beaucoup plus que les autres sur lesquels j'ai pu me pencher. Je sais que chacun son truc. Moi, c'est très inclusif. Ça inclut tout le monde, ça ne repousse personne. C'est très inclusif. C'est une manière inclusive de vivre notre vie d'être dans notre famille et de voir le monde. Et c'est comme ça. Je veux remercier le Créateur aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne pleut pas, le soleil était sorti, donc ça veut dire que mes mains me font pas mal, donc je suis très heureuse parce que je suis reconnaissante pour les personnes qui font partie de ce cercle aujourd'hui et aussi pour ma famille, mes amis et, et tout ça. Je sais pas je sais pas ce que je peux, est-ce que je peux contribuer plus? Je sais pas. Je suis reconnaissante d'être ici en tant que euh, autochtone aînée et aussi écossaise. Tout- C'était des guerriers dans notre famille. Ils sont battus du côté des Britanniques, dans les corps écossais. Alors, tous les explorateurs qui sont allés partout, c'était ceux qui étaient l'opposé du côté britannique de mes ancêtres. On vient tous de... Donc, on est des guerriers à l'intérieur. Et je suis fier de ça. Et la plupart d'entre nous, on est fiers de ça. C'est pour ça qu'on est là, tous nos matriarches et nos patriarches qui ont survécu au travers de toutes les atrocités dans toutes les différentes cultures. Et oui, voilà ce que je veux dire. J'y pensais ce matin. La culture, ça sauve les vies. Beaucoup de personnes dans le Downtown Eastside le disent aussi. Et simplement la culture autochtone, je pense à la culture de tous, quelle que soit la culture d'où vient votre famille.
Et j'en parle beaucoup dans les écoles où je vais, partout où je vais. Euh, Quels que soient vos ascendants, quelle que soit votre famille, leur culture, peut-être que ce sont les arts, peut-être que c'est la musique qui va vous rejoindre plus. Ça, c'est le genre de choses. La culture sauve des vies. Le théâtre musical de Desmond, par exemple, l'art. Écoutez, surtout, je suis une tisseuse de cèdre. Je tresse du cèdre. Trouvez ce qui vous intéresse. Si ça a besoin d'être de dessiner ou ça a besoin d'être très artistique. Il y a plusieurs façons de partager. Comprendre que la culture sauve toute culture sauve et ça nous donne une collection. Ça donne du pouvoir sur les choses qui arrivent. Et c'est pour ça que j'aime le cèdre, parce que je peux tresser du cèdre. On peut pas faire en sorte que les adolescents fassent quoi que ce soit, mais je peux faire du perlage comme je veux faire avec eux et je peux faire mon tressage de cèdre, je peux le manipuler et ça fait ce que je dis. Quelquefois, l'art, c'est une façon de donner aux gens un certain contrôle et une certaine satisfaction des choses. Donc, Hooksham, merci. Et comment ça va pour le temps, Jelly? Vous êtes absolument parfaite. Si ça vous semble complet, vous pouvez me passer le relais. Merci. Je suis très reconnaissant d'être ici aujourd'hui et je me sens honoré. Je me sens très humble d'être dans cet environnement. Chum, merci. Eh bien, merci, Tante Patty. Quelle immense joie et quelle consolation ça a été de vous avoir pendant toute cette conférence. Pas seulement cette conférence, mais toutes les autres. Sachant, vous nous avez soutenus pendant les 4 dernières années de cette existence de conférence. Et je vous remercie d'avoir, de nous avoir fait terminer comme nous avons commencé cette année, dans la bonté, dans la compassion, dans la gratitude et surtout, hmm, c'est ce que comme West décrit comme de la justice, c'est-à-dire de l'amour en public. Alors, mon cœur est plein, mon esprit est léger. Ramin Salama, merci. Oui, la culture sauve des vies. Oui, oui, oui. Alors, j'ai quelques mots à dire avant qu'on se quitte pour une autre année en honneur de la journée des anciens combattants autochtones demain, le 8 novembre, et le jour du souvenir la semaine prochaine, et tous ceux passés et présents qui ont servi notre pays. Je voudrais reconnaître tous ces anciens combattants, dont une grande partie vit dans la douleur chronique. J'ai vu un charmant commentaire dans le chat avant que Tante Patty en parle de ces connexions, de ces connexités, cette gratitude envers tous et chaque fois de reconnaître cela, chaque fois qu'on se présente. Je suis reconnaissant chaque fois que vous vous présentiez à nous. J'espère que cette conférence vous invite dans cette conversation sur la douleur, parce que comme on l'a vu tout au long de cette semaine, la douleur, ce n'est pas seulement une expérience individuelle, c'est une expérience communautaire, c'est une expérience collective. Et c'est en partageant les efforts de nos voix collectives et de notre dynamique collective qu'on pourra vraiment changer, possiblement même aujourd'hui, de sorte que plus personne ne soit obligé de vivre seul avec la douleur. Hum. Je analyse Desmond afin de prendre une respiration. Et sur cette note, je vous souhaite à tous un excellent après-midi. Je vous souhaite beaucoup de confort, de consolation, comme Vinam Mohabir l'a dit dans notre séance, comme Emerald Social et Mena Moussouitan l'ont dit. Allez vous reposer, prenez extraordinairement bien soin de vous. Merci.